et au cours de laquelle l'apôtre avait été ravi jusqu'au IIIe siècle. Nous arrivons maintenant au point 5 de notre cheminement, le texte du Nouveau Testament. Sans trop tarder sur le silence de la Bible, nous allons passer au texte du Nouveau Testament, point 50. Le problème du texte. Si nous possédions les manuscrits autographes de tous les livres du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'œuvre écrite de la main de l'auteur, il n'y aurait pas de problème du texte. Le malheur est que nous ne possédons pas le texte original. Aucun livre du texte original du Nouveau Testament. Nous n'en possédons que les copies, qui toutes sont imparfaites et qui présentent parfois de considérables différences de l'une à l'autre et probablement de la plus grande encore avec l'original. Malgré le soin qu'ils apportèrent en général à leur travail, les anciens copistes, qui pendant des siècles ont transcrit le texte de la Bible, ont multiplié les erreurs volontairement quand ils ont consciemment modifié le texte qu'ils avaient sous les yeux pour le rendre plus correct ou plus compréhensible, involontairement quand ils se sont simplement trompés. Ces anciens textes sont évidemment des manuscrits, autrement dit, des documents écrits à la main. Ils sont recopiés sur du papyrus ou sur du parchemin. À partir du XIVe siècle, on a employé le papier. Au début, nous avons vu que c'était des sortes d'herbes avec des branchages qu'on mettait ensemble, les tiges de l'herbe, et on les mettait entre deux cailloux plats, et la sève du papyrus sortait pour coller, ça devenait comme une sorte d'ardoise sur laquelle on pouvait écrire. Mais les papyrus étaient difficiles à garder, nous allons le voir. Et après les papyrus qui étaient difficiles à garder, on a commencé par tanner des peaux, les peaux qu'on appelle des codex. Et ces codex étaient en parchemin, c'est-à-dire on coupe des peaux, on les relie. C'est comme ça qu'on a eu le Nouveau Testament, nous allons le voir tout à l'heure. On écrivait sur ces peaux et c'était difficile de conserver les papyrus et les parchemins ou codex. C'est seulement à partir du XIVe siècle qu'on a commencé à expérimenter ce qu'on appelait le papier. Ça rendait facile la chose, mais c'est jusqu'au XVIIIe siècle qu'on appelait le siècle des Lumières, qu'on a vu l'explosion de la littérature avec l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg. Les autres disent Gutenberg, je ne sais pas comment on prononce, les Allemands vont me corriger. Mais chez nous, les francophones, on dit Gutenberg. Voilà donc comment on est parvenu à conserver ces papyrus et ces parchemins ou codex. Les manuscrits sur les papyrus. Le papyrus, donc, était une sorte de papier grossier obtenu à partir d'un roseau que l'on cultivait essentiellement en Égypte, mais que l'on trouvait aussi dans certaines régions de Syrie et en Cilicie. En Sicile, je veux dire. Le papyrus n'était pas une chose très commode en raison de sa friabilité, c'est-à-dire ça se cassait très vite, friable, qui se casse vite, qui en rendait le pliage pratiquement impossible. Vous ne pouviez pas plier un papyrus
ça devait se briser. D'autre part, il se conservait mal, surtout en climat humide. Vous savez, l'ancienne encre, vous le connaissez, c'était de la suie. Maintenant, nous n'avons plus de suie. Quand vous aviez les bois, les cheminées, vous pouvez voir une sorte de fumée noirâtre qu'on pouvait racler, mettre dans de l'huile pour obtenir de l'encre. Ou chez nous, les subsahariens, nos mamans ont cuisiné avec des marmites en aluminium ou en fer et on pouvait racler le derrière de la marmite en contact avec le feu. Il y a une sorte de fumée noirâtre qu'on peut racler et mettre de l'huile, c'est ce qu'on appelait l'encre à l'époque. Tu prends cette encre, tu écris sur un papyrus. Dès que la rosée ou l'humidité est en contact avec le papyrus, vous commencez à perdre des lettres parce que l'encre n'est pas indélébile. Si vous connaissez les classes coraniques, parfois dans nos sous-régions du sud du Sahara, ils écrivent sur des sortes de morceaux de bois qu'on appelle alpha, avec cette encre-là qu'on peut composer. Maintenant, il y a des feutres, des bics qu'on utilise, mais avant, on utilisait des plumes, c'est-à-dire des bâtonnets de jonc taillés très bien, et les calligraphes pouvaient écrire bien sur ces morceaux de bois des versets coraniques pour les apprendre. On les utilise aujourd'hui encore dans les daras, au moins c'est chez nous, j'ai vu, et dans d'autres pays. Le papyrus n'était pas une chose très commode en raison de sa friabilité, donc ça se conservait mal, surtout en climat humide. Et cela explique, entre autres, qu'on a conservé qu'un nombre aussi restreint. Tu peux conserver ton papyrus, si c'est mal conservé, l'écriture disparaît tout simplement et tu te retrouves avec le néant. Toutefois, on a utilisé le papyrus jusque vers le 7e siècle de notre ère. On écrivait dessus en colonnes très étroites, sans séparer les mots, qui souvent étaient abrégés, sans accent et sans la moindre ponctuation. Les colonnes étaient en général numérotées et on ne pouvait écrire que d'un seul côté du papyrus, que l'on enroulait ensuite sur une tige de bois. On pouvait ensuite le dérouler quand on voulait en faire la lecture. Cette présentation en rouleau n'était guère commode. Il fallait parfois dérouler tout le rouleau pour retrouver le passage que l'on voulait lire. Et la manipulation de ces papyrus faisait des couacs sur l'écriture. C'est pourquoi on lui préférait la présentation en codex, c'est-à-dire en volume fait de pages grossièrement reliées entre elles par une couture. On pouvait donc prendre des morceaux de peau tannée et on écrit dessus, on les taille et on fait une sorte de livre grossier en peau pour mieux conserver les écritures. Il nous faut donc faire une différence nette entre ce qu'on appelle un papyrus et quand nous allons voir les noms de papyrus et de codex. Il y a une personne à admettre. Sans trop nous lasser, nous arrivons au point 52, les manuscrits sur parchemin. On a utilisé le papyrus jusqu'au 7e siècle. Mais déjà à partir du 6e, on commence à lui attribuer le parchemin, matière plus souple et obtenue à partir de la peau de certains animaux, comme le porc, comme la chèvre ou l'antilope. Le parchemin était plus résistant, plus maniable et présentait le gros avantage qu'on pouvait écrire dessus des deux côtés. Là, on ne pouvait pas le faire avec le papyrus. Comme le papyrus,
le parchemin pouvait se présenter soit sous forme de rouleau, soit sous forme de codex. Le parchemin permettait la confection des pages beaucoup plus fines et c'est avec lui que l'on vit naître les premiers Nouveaux Testaments en un seul volume qui demeurèrent longtemps des objets rares. Je nous rappelle que voir un Nouveau Testament en forme de codex, c'est-à-dire un livre fait de peau, les pages sont en peau, écrit des deux côtés, c'était un chef-d'œuvre assez rare et beaucoup étaient jaloux de le conserver. Cette période du parchemin s'étend à partir du 4e jusqu'au 15e siècle, mais nous avons vu que l'on avait constitué et continué à utiliser le papyrus jusque vers la fin du 6e siècle, surtout dans les pays qui en produisaient, comme l'Égypte. Aujourd'hui, cette plante a pratiquement disparu, c'est-à-dire les plantes qui donnaient le papyrus, et on n'en trouve plus guère que dans la haute vallée du Nil et au Gabon. On trouve encore du papyrus au Gabon. Sur le papyrus et sur le parchemin, on écrivait avec un calame. C'est un mot qui touche l'arabe. Calame, c'est la plume, c'est-à-dire une pointe de roseau taillée à la forme d'une de nos plumes actuelles. À partir du second siècle, on a beaucoup utilisé aussi les plumes de certains grands oiseaux, comme les oies. Vous connaissez l'oie avec ses pattes comme les canards, les cygnes et les corbeaux. Donc, on a utilisé les plumes des oies, des cygnes, des corbeaux, des charognards, de tous ces grands oiseaux de la basse-cour. L'encre dont on se servait était presque toujours noire et on l'obtenait à partir du noir de fumée ou de la suie délayée dans de l'huile végétale, comme j'ai dit tout à l'heure. Au point 53, l'écriture sur papier. Dès le IVe siècle, s'ouvre une troisième période dans cette histoire des manuscrits de la période du papier. Cette nouvelle invention trouva sa principale application au siècle suivant de l'apparition de l'imprimerie et de la confection des premiers vrais livres. L'invention de l'imprimerie marqua une grande révolution dans l'édition et la diffusion de la Bible. Nous aurons droit à une petite conclusion. Les manuscrits datant d'avant la fin du Xe siècle sont appelés les manuscrits anciens. Notez ces cataractes, ces dichotomies. Avant la fin du Xe siècle, nous appelons tous les manuscrits des manuscrits anciens. Vous notez l'histoire de la canonisation, c'est à partir de la première moitié du 1er siècle vers le 2e siècle. Ce qui date du 11e siècle et 12e siècle sont des manuscrits intermédiaires. À partir du 12e siècle, à nos jours, on parle des manuscrits récents. Tous les autres manuscrits sont des manuscrits récents. Et c'est un langage qu'on a en théologie parfois qui peut nous brouiller si l'individu n'explique pas clairement. Les manuscrits datant d'avant la fin du Xe siècle sont les manuscrits anciens. Ceux datant du 11e et 12e siècle sont les manuscrits intermédiaires et tous les autres manuscrits sont appelés des manuscrits récents. Il y a quelqu'un qui a fait du bruit, qui voudrait parler? OK. Les manuscrits anciens sont copiés dans une belle écriture calligraphiée en majuscules.
C'est maintenant que nous écrivons comme de vilaines écritures. Mais avant, c'était des calligraphes. L'écriture était en majuscule calligraphiée. C'est l'écriture qu'on appelle l'écriture onciale. Les onciales. Les autres manuscrits sont en écriture cursive, cursive minuscule. Les lettres capitales sont des onciales, mais les lettres minuscules en cursive sont très récentes et ça date de 885. Le plus ancien minuscule date de 885 à nos jours. Les écritures onciales sont en majuscules. Si vous voyez les anciens textes grecs, c'est rien que des majuscules. Mais dans le grec intermédiaire même, on a commencé à avoir les minuscules. Arrivons au point 55, les manuscrits grecs du Nouveau Testament. On possède une grande quantité de manuscrits grecs du Nouveau Testament, dont beaucoup sont très anciens. Ces manuscrits sont rédigés soit sur papyrus, soit sur parchemin. On ne possède sur papyrus que des fragments du Nouveau Testament pour les raisons que nous avons exposées plus haut. On possède sur parchemin des manuscrits en oncial, en majuscule et des manuscrits en minuscule. On possède également des lectionnaires qui sont des recueils de péricopes à usage liturgique. Un lectionnaire, c'est un ensemble de livres qui suit l'année liturgique, qui commence dimanche prochain. Nous avons la période de l'Avent avec eux cette fois-ci, la période de l'attente de la venue du Seigneur avec une couleur violette. On en discutait hier à Rabat à table. Et l'année liturgique est hélicoïdale, c'est-à-dire c'est en forme d'hélice qui ne s'arrête pas. Les années sont découpées, année A, année B, année C, et chaque année a son lectionnaire avec des textes. On connaît actuellement une cinquantaine de papyrus, lus de 200 manuscrits majuscules et plus de 200 000 minuscules. Très rares sont ceux qui reproduisent le Nouveau Testament dans son ensemble. L'édition du Nouveau Testament grec de Niesley donne dans son introduction, aux pages 14 à 16, un catalogue de principaux manuscrits ayant servi à réaliser l'édition. Il est utile de connaître le nom de certains d'entre eux. Maintenant, vous allez attacher vos ceintures et nous allons décoller. Vous allez dire, mais pourquoi cela dans notre cours? Oui, ces écrits qu'on a rassemblés et qui donnent droit à une belle Bible aujourd'hui ont porté des noms. Et quand vous allez avancer dans la lecture du Nouveau Testament, quand vous serez initié par exemple en grec, vous allez lire l'apparat critique, les erreurs des copistes que nous avons vues, et ce seront des erreurs qui sont mentionnées avec des noms. Les papyrus se nommaient P avec une masse dessus, avec un numéro dessus. Les papyrus du Nouveau Testament reproduisent parfois des fragments infimes du Nouveau Testament. Parmi eux, on peut mentionner le papyrus Rilems, qu'on appelle P52,
vous n'êtes pas forcé de retenir tout cela, mais de comprendre l'histoire. Le papyrus Rilens, qui se nomme P52, est le plus ancien de tous et remonte au début du second siècle. Mais il ne contient que quelques versets de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 18, du verset 31 au verset 33. Là, c'est un papyrus, P52. Il ne faut pas confondre avec B52 qui signifie un bombardier. P52. Les papyrus Chest Beauty. P45, papyrus 45, papyrus 46, papyrus 47. Ce sont là la liste des papyrus Chest. Tous les trois remontent au IIIe siècle. P45 contient des fragments de l'Évangile et des Actes. P46 contient les épîtres de Paul, sauf la deuxième épître aux Thessaloniciens, et les épîtres pastorales. P47 contient un fragment du livre de l'Apocalypse 9, verset 10, jusqu'à Apocalypse 17, verset 2. Le papyrus Bodmer, P66, est aussi un des plus anciens, puisqu'il remonte sans doute au second siècle. Il contient un fragment de l'évangile de Jean, du chapitre 1 au chapitre 14. Tous ces papyrus ont été retrouvés en Égypte où ils s'étaient mieux conservés qu'ailleurs en raison du climat très sec de cette région. Une comparaison entre eux permet de constater qu'entre le second et le IVe siècle, plusieurs types de textes étaient déjà en circulation en Égypte. Nous en arrivons au point 57 avec les parchemins du Nouveau Testament. Un parchemin, on a expliqué ce que c'est qu'un parchemin. C'est un ensemble de codex, un ensemble de pots tannés qui forment une sorte de livre. Parmi les manuscrits en onciales, c'est-à-dire en lettres capitales, que l'on connaît, certains méritent d'être mentionnés en raison de leur dimension, de la valeur du texte qu'ils transmettent, ainsi que pour le rôle qu'ils ont joué dans les éditions critiques du Nouveau Testament. Beaucoup de ces manuscrits ne comportent pas uniquement des livres du Nouveau Testament, mais certains reproduisent aussi des portions plus ou moins grandes de l'Ancien Testament et à l'occasion des œuvres ne figurent ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Il y a de ces œuvres qui ne figurent ni dans le Nouveau, ni dans l'Ancien Testament. Le Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus, désigné par un aleph en hébreu ou 01. Les codex portent des numéros comme 01, contient l'Ancien Testament avec des lacunes, le Nouveau Testament intégral avec l'épître de Barnabé, un livre apocryphe, et une partie du pasteur Hermas, un autre livre apocryphe. Ce manuscrit fut découvert en 1844 par le savant allemand Constantin Tischendorf dans le monastère de Sainte Catherine au Sinaï. Il date du IVe siècle et il est actuellement conservé au British Museum à Londres. Donc, vous pouvez retrouver ce codex à Londres. Vous savez que ce sont des manuscrits de grande valeur. Le deuxième codex que nous allons voir, c'est le codex Alexandrinus. Le codex Alexandrinus, désigné par la lettre A. Nous avons vu que le Sinaiticus était désigné par
le Aleph en hébreu. Mais ici, on désigne par la lettre A ou 02, 01, 02. Contient l'Ancien Testament avec les lacunes du Nouveau Testament à partir de Matthieu 25, verset 6, avec des lacunes de Jean et la deuxième épître aux Corinthiens. Quand on dit des lacunes, c'est des imperfections. Outre le Nouveau Testament, ce manuscrit contient la première et la deuxième épître de Clément, ainsi que les psaumes de Salomon. Ça devient intéressant. Ce manuscrit fut découvert vers 1615 à Alexandrie par le patriarche de cette ville, jusqu'à la découverte du Sinaiticus en 1859, comme nous avons dit, par Tischendorf. Ce fut le plus ancien manuscrit connu du Nouveau Testament. Il date du 5e siècle et il est conservé au British Museum de Londres. Le Codex Vaticanus, désigné par B, ou 08, Codex Vaticanus, vous trouvez le nom de Vatican là-dedans, contient l'Ancien Testament, sauf une cinquantaine de pages perdues. Genèse du chapitre 1 au chapitre 46 et tout le Nouveau Testament, sauf Hébreux 9, 15 à 18, 25. Les épîtres pastorales, l'épître à Philémon et l'Apocalypse. C'est un des meilleurs manuscrits du Nouveau Testament que nous possédions. Il fut longtemps séquestré par le Vatican, c'est pourquoi il porte le nom de Vaticanus d'ailleurs, qui craignait que son texte ne contredise celui de la Vulgate que le Concile de Trente en 1546 avait proclamé officiel. Ce codex ne fut publié pour la première fois qu'en 1857. On le date du milieu